Bonjour chers internautes, bonjour les amis du Centre Lacordaire, ceux qui nous écoutent peut-être à travers le RCF. Bonjour cher Paul Ansel, le maire. Nous avons le plaisir de vous recevoir, de vous accueillir dans le cadre du Centre Lacordaire. Vous avez accepté, malgré cette situation délicate, de venir honorer cette conférence, la parole que vous avez donnée à propos de votre conférence dans le cadre de la thématique de l'écologie que nous traitons cette année au Centre Lacordaire. Nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Paul Marcel Lemaire, je sais que vous êtes docteur en philosophie, vous avez aussi un master en études médiévales. Et en pédagogie. Et en pédagogie. Vous avez, oui, été aussi professeur de philo et de psychopédagogie à l'université d'Ottawa, une ville où moi-même j'ai étudié. Je suis content, heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes un vieil habitué aussi du Centre Lacordaire. Ça fait des années depuis que vous intervenez. Alors vous restez fidèle, n'est-ce pas, à cette tradition. Aujourd'hui, vous allez nous parler, votre conférence est intitulée « De la théorie à la pratique ». Le monde a-t-il un avenir? Bien sûr un lien avec ce que nous vivons depuis bientôt au moins une année, quoi. Enfin, au-delà de ça, mais d'une façon assez particulière, avec cette histoire de pandémie. Et puis, bien sûr, dans le cadre qui nous concerne, la problématique écologique. Nous sommes donc encore une fois contents que vous soyez là pour cela. Vous avez la parole, hein, je crois. Vous avez la parole. Nous vous écoutons, Paul Marcel. Merci beaucoup. Voilà. Le monde a-t-il un avenir? Cette question, je voulais la poser parce que je l'ai entendue déjà. Des étudiants ou d'autres personnes m'ont posé la question. Donc pour moi, c'est une question de type sociologique et philosophique. Alors, pourquoi commencer par la fin? Parce que parler de fin du monde, ça a l'air curieux, mais je commence par la fin. Pour éviter toutes les formes faciles de rafistolage, donc j'ai voulu me questionner sur le sens du monde. Je dis bien le monde et non pas la Terre, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Souvent, on prend l'un pour l'autre, mais la Terre est une espèce de monument neutre, tandis que le monde, c'est le monde habité. C'est toujours un monde habité, c'est-à-dire marqué par de multiples cultures, par une très longue histoire, et donc par une recherche d'interprétation aussi. Donc c'est pour ça que, comme d'ailleurs l'encyclique Laudato Si, et la plupart des livres parlent du monde et non pas de la Terre. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. C'est un choix. Je vous parlerai de certains livres, enfin deux en particulier. Les deux, l'un s'appelle « Après la fin du monde » et l'autre s'appelle « Le guide des fins du monde ». L'un est français, par le meilleur philosophe français, à mon avis, actuellement, qui s'appelle Michael Fessel, et l'autre est américain, traduit donc de l'anglais par l'auteur est Brian Walsh.
il s'appelle « Le guide des fins du monde ». Mais je reviendrai là-dessus. Donc, je commence par la fin du monde pour éviter toutes les formes de rafistolage. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie, très souvent, on dit des choses simplistes, comme si ça allait de soi. Pour moi, rien ne va de soi, rien ne va de soi. Il faut toujours interroger les opinions courantes et se demander si elles ont de la valeur ou non. Dans certains cas, elles ont une certaine valeur, mais il ne faut pas trop se fier à l'opinion courante. Donc je voudrais aussi me mettre à l'abri des technosciences qui nous empêchent de voir et de comprendre ce qui se passe. Et j'ai voulu dire un mot d'introduction là-dessus, parce qu'en relisant Laudato Si, je me suis rendu compte que le pape lui-même, dans son chapitre 3, consacre tout un chapitre donc pour nous dire que si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut d'abord se débarrasser d'une espèce de mentalité techniciste. Moi qui ai plusieurs petits-enfants, dont plusieurs adolescents, ils sont très attachés à la technique, aux nouvelles techniques. Donc ils m'ont abondamment parlé, par exemple, de la 5e génération, la 5G. Moi, je n'y comprends que dalle, mais en plus, ça ne m'intéresse guère. Mais pour beaucoup de gens, notamment beaucoup de jeunes, il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui dans le monde de la culture, de l'apprentissage, il n'y a plus d'intérêt que pour les nouvelles techniques. Alors évidemment, la technique de la 5e génération, donc électronique sans doute, pour eux c'est absolument fantastique parce qu'ils voient des images d'une précision incroyable, extrêmement rapide. Pour eux c'est la découverte absolue, comme Jacques Cartier qui découvre le Canada. Donc moi, la 4e ou la 5e génération, je n'en ai que faire parce que je ne sais pas ce que c'est. Et puis, j'avoue modestement que ça ne m'intéresse pas. Donc, je m'écarte sur table dès le départ. Je suis peut-être démodé, has-been, comme diraient les Québécois. Mais c'est comme ça, je suis ce que je suis. Donc, j'ai appris à réfléchir par moi-même. Et ce qui m'inquiète énormément aujourd'hui, c'est que rares sont les jeunes et même les adultes qui essaient de réfléchir par eux-mêmes, sans orgueil, sans vanité, mais qui font un effort pour ne pas emprunter toutes les idées à la mode et vivre comme s'ils n'avaient pas d'esprit personnel. Donc, je vous invite, auditeurs ou auditrices, si vous m'écoutez, je vous invite à faire un effort avec moi de pensée personnelle. Donc, ayant dit cela, je n'hésite pas à vous lire un paragraphe de Laudato Si, précisément, qui confirme ce que j'ai dit à l'instant. On peut dire, par conséquent, qu'à l'origine de beaucoup de difficultés du monde actuel, il y a avant tout la tendance, pas toujours consciente, à faire de la méthodologie et des objectifs de la technoscience un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société. Donc, François, le pape François, est tout à fait conscient, comme beaucoup d'entre nous, que ce qui domine aujourd'hui dans la mentalité courante, et souvent, hélas, chez les adolescents d'aujourd'hui, c'est la fascination incroyable pour la technique, et en particulier la technique électronique, celle des ondes. Donc, on peut s'intéresser évidemment aux techniques, mais il n'y a pas que ça dans la vie, et ça ne remplacera jamais la réflexion personnelle, à laquelle je vous invite présentement. Donc, j'ai intitulé mon
mon motto, le monde a-t-il un avenir? C'est une interrogation. Parce que pour moi, la réflexion commence toujours par une interrogation. Et je vous dis tout de suite que je n'ai pas de réponse absolue à cette question. Parce que les questions sont toujours plus importantes que les réponses approximatives qu'on peut leur donner. Donc, nous allons chercher ensemble pour savoir si le monde a un certain avenir et à quelles conditions il a un certain avenir. Donc, je m'inspire de certains écrivains. Vous savez, il y a une littérature extrêmement abondante aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'eschatologie ou les fins du monde, etc. Je me suis inspiré de 2 livres, essentiellement, l'un français par Michael Fessel, qui est un philosophe français, que personnellement je considère comme le meilleur philosophe français actuel, dans la jeune génération en tout cas. Son livre s'appelle « Après la fin du monde ». Bon, un titre bizarre et provoquant. On dira peut-être pourquoi un peu plus tard. L'autre est un livre tout à fait différent, qui a été écrit par un journaliste américain extrêmement connu aux États-Unis, qui s'appelle Brian Walsh. Il a été pendant 20 ans le directeur de la revue Time Magazine. Et son livre s'appelle « Allons-nous disparaître ?» Et la réponse « Le guide des fins du monde ». Donc, c'est tout à fait différent. C'est un tour d'horizon de tout ce qu'on appelle les fins du monde. Et c'est écrit par un journaliste, donc beaucoup plus facile à lire que le livre de Fessel. Je vous donne quelques titres, il y a 10 chapitres. Je vous en donne 2 ou 3. Le premier chapitre, c'est « Les astéroïdes », quand l'univers tente de nous tuer. C'est bizarre de commencer un livre sur la fin du monde par les astéroïdes. Ensuite, il y a un 2e chapitre qui s'appelle « Les volcans ». Le 3e chapitre, « Nucléaire », fait de partie pour l'espèce humaine. 4e chapitre, « Changement climatique ». Là, il semble s'approcher davantage de nos préoccupations françaises. 5e chapitre, là aussi, « Pandémie ». Donc, il parle précisément de la COVID-19, la nouvelle peste du 21e siècle. Ensuite, biotechnologie, intelligence artificielle, aliens, où sont-ils les aliens, c'est-à-dire les étranges visiteurs, c'est difficile à traduire en français, aliens. Le 9e chapitre, survivre, le monde d'après. Et le 10e chapitre, le dernier, la fin, point d'interrogation, les raisons pour lesquelles nous luttons. Donc, il est prêt à se battre, comme tous les Américains sont des batailleurs, ils ne démissionnent jamais. Mais vous voyez, ce livre est plutôt un livre d'information, mais c'est un livre absolument remarquable. Il dit tout ce qui peut causer actuellement un dérèglement humain, terrestre, qui peut soulever des inquiétudes chez la plupart des gens. Tout y passe, et c'est écrit de façon limpide, et donc un excellent journalisme. Voilà. En conclusion de cette présentation, je voudrais donner 2 réflexions. D'abord, nous réveiller sur la situation réelle du monde. Ce n'est pas si évident que ça d'ouvrir les yeux, essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde actuel. Et pour ça, à mon avis, il faut écouter bien sûr les médias. Il y a parfois d'excellents reportages sur les ondes, surtout à la radio française, parfois à la télévision aussi, parfois. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, il faut accepter de réfléchir avec d'autres et avoir le courage de lire aussi de temps à autre. Notamment lire des journaux comme le journal Le Monde
qui a fait d'excellents reportages sur la question du monde, de la fin du monde, etc. Donc, on ne peut pas se satisfaire de certaines opinions qui traînent dans la rue et qui sont faciles. Non, parce qu'il s'agit d'une question relativement difficile. La deuxième remarque que je voudrais faire, pour nous mettre au travail privément et collectivement. D'abord, un travail de compréhension et éventuellement d'éducation. Essayer de comprendre le monde est plus difficile que d'ouvrir un ordinateur. Vous pouvez bien consulter l'ordinateur, mais si vous voulez réfléchir à ces questions, de grâce, prenez la peine d'observer d'abord, d'écouter et de lire des livres ou des revues sérieuses. Parce qu'il s'agit d'une question extrêmement importante. Voilà la conclusion. Donc je passe tout de suite à la deuxième partie que j'ai intitulée « L'Anthropocène ». Bon, d'où ça sort ce mot-là? Bon, je vais essayer de vous présenter de façon le plus facile possible ce phénomène qui est considéré comme un phénomène extrêmement important aujourd'hui par tous les spécialistes de ces questions. Anthropocène vient de deux mots du grec ancien, anthropos et koinos, qui veut dire l'homme et nouveauté. Donc l'anthropocène, c'est la nouveauté humaine telle qu'elle est apparue dès la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours. Voilà, j'avais une note ici, là, je vais essayer de la retrouver. Chose assez étonnante, le mot anthropocène est assez récent. Qualifie bien sûr un état de la civilisation qui est très ancien, qui a maintenant 3 siècles, mais le mot a été utilisé pour la première fois en 2016 seulement à Oslo par des chercheurs. Donc le mot est nouveau, mais qualifie une période où l'activité humaine est devenue ce qu'appellent les observateurs une contrainte géologique, une contrainte géologique dominante devant toutes les autres forces géologiques ou naturelles. Vous savez sans doute que l'industrialisation est apparue en Occident vers la fin du XVIIIe siècle. Au cours de mes lectures, je suis tombé sur un livre de Buffon, qui était un biologiste à l'époque, un chimiste aussi, un homme absolument remarquable. Buffon écrit dans un livre qui s'appelle « Les époques de la nature ». Déjà, le titre est remarquable, « Les époques de la nature ». Il dit « La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme ». C'est exactement la définition de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est la puissance de l'homme qui veut dominer la Terre et la conduire là où il veut, c'est-à-dire la conduire essentiellement vers des choses efficaces. Quand on est capitaliste, des choses qui apportent de l'argent. Donc, l'Anthropocène, c'est la domination technique et capitaliste sur le monde, sur la Terre, pour que la Terre produise. Donc, c'est la production de la Terre qui intéresse avant tout. Pas de la regarder dans sa beauté, dans la gratuité, pas de la regarder comme un jardin magnifique. Non, c'est un endroit où l'homme doit dominer par son travail et faire de la production, faire produire la terre et pour gagner éventuellement beaucoup d'argent. Voilà la civilisation dans laquelle nous sommes entrés dès la fin du XVIIIe siècle et dont nous ne sommes pas sortis. Excusez-moi, mais nous ne sommes pas sortis de l'Anthropocène, nous sommes encore en plein dedans. Mais nous arrivons quand même à une époque
où nous avons tous conscience que le système qui nous a conduits, qu'on le sache ou non consciemment, c'est un système qui est à bout de souffle. C'est le système du capitalisme industriel qui exploite la terre sans se faire sans aucun scrupule et souvent sans aucune morale, qui exploite la terre au détriment de beaucoup d'humains sur la terre, parce que l'industrialisation moderne, comme on dit, a entraîné une nouvelle pauvreté absolument épouvantable dans beaucoup de pays dans le monde. Il suffit de savoir ce qui se passe dans beaucoup de pays en Afrique, en Amérique latine. Mais je reste dans les pays occidentaux. Vous savez, il y a aussi de la pauvreté dans tous les pays occidentaux, y compris la France, y compris le Canada, les États-Unis. Les États-Unis, par exemple, ont environ entre 20 et 25% de la population qui est considérée comme pauvre, alors que c'est évidemment le pays le plus riche au monde. Mais où est la richesse? Enfin, 80% de la richesse américaine est aux mains de 5% de la population. Voilà, c'est une statistique en passant, mais on trouve à peu près les mêmes statistiques en Europe et même dans les nouveaux pays industriels, on dirait probablement la même chose de la Chine d'aujourd'hui, parce que ce ne sont pas tous les millions ou même les milliards de Chinois qui sont millionnaires et qui peuvent se permettre de venir en Europe pour faire du tourisme et dépenser des milliers de zen, enfin, pour enrichir le commerce français. Non, les Chinois riches sont une infime minorité aussi, mais quoi que ce soit dans un pays communiste, c'est ça qui est bizarre, très bizarre. On peut se poser quand même des questions. Hein. Voilà. Alors l'Anthropocène, nous n'en sommes pas sortis, et je voudrais quand même... oui, j'aurais peut-être avantage à aller voir mes notes, mais j'ai guère envie de lire des notes nombreuses que j'avais préparées. Peut-être quelques-unes quand même. Vous voyez, j'écris toujours à la main, en fait. J'utilise quand même le vectilo pour la rédaction finale, mais oui, je vous lis quand même quelques notes sur l'Anthropocène et ses suites. Donc l'Anthropocène est une réponse parmi d'autres possibles au vaste problème des relations entre la Terre et l'homme. Sans faire ici une histoire détaillée de ces relations, on peut retenir 3 types de relations qui paraissent dominantes. Depuis la plus haute antiquité jusqu'au temps biblique, c'est la peur humaine devant les mystères de la nature qui semble dominer. Si vous avez lu un petit peu la Genèse, vous savez ce dont je parle. Mais les anthropologues disent de façon beaucoup plus précise ces choses. Avec les temps bibliques, qui sont ceux des civilisations néolithiques, c'est-à-dire environ 12 à 15 000 années avant Jésus-Christ, jusqu'à la 5e siècle avant Jésus-Christ à peu près. Donc pendant ces 10 millénaires, nous avons vu la civilisation vraiment commencer dans beaucoup d'endroits du monde. D'ailleurs, les livres bibliques font écho à ces progrès des civilisations, à la fois bibliques et étrangères à la Bible, donc du Xe siècle au 5e siècle environ. C'est plutôt l'harmonie entre l'homme et la nature qui prédomine à cette époque-là. Donc l'harmonie, même si cette dernière, la nature, ne cesse d'exercer fascination et crainte plus ou moins religieuses. Cette harmonie entre la nature et l'homme se retrouve avec des formes variables
sous tous les cieux fréquentés par les humains de l'époque. En témoignent autant les vieilles civilisations africaines ou asiatiques que les civilisations de la Bible elle-même, celles de l'après-Renaissance. Bon, là je passe à autre chose. Voilà. Et après cette civilisation, nous sommes entrés dans une civilisation où là les guerres ont commencé entre nations et nous avons assisté, après le 5e siècle avant Jésus-Christ, à des bouleversements incroyables, en même temps que naissait la philosophie, que les civilisations se développaient également des antagonismes absolument incroyables entre les humains, entre les différents pays et les civilisations. Donc c'est à peu près ce qui se passe depuis. Nous ne sommes pas sortis de cette période. La science et les arts n'ont pas cessé de progresser, mais en même temps les antagonismes entre pays n'ont pas cessé non plus. Nous avons été témoins de multiples guerres depuis ce temps-là, depuis deux millénaires et plus. Et nous sommes encore dans une période où il y a des tensions incroyables entre pays qui sont armés jusqu'aux dents. Et comme par hasard, le thème de la fin du monde est lié à la situation géographique et historique où se trouvent aujourd'hui les pays du monde. Vous savez, la tension entre la Chine et les États-Unis, ce n'est pas pour amuser la galerie, c'est la réalité profonde. Où est-ce que va nous conduire cette rivalité? Personne ne le sait. Mais le pire n'est pas exclu. C'est-à-dire, le pire, en l'occurrence, c'est une guerre nucléaire. Il n'y aura pas d'autre guerre que nucléaire, de toute façon. Donc c'est pour ça que M. Walsh a bien raison de dire que les armements nucléaires sont une menace incroyable de fin du monde, parce qu'il est évident qu'une guerre nucléaire serait une forme de fin du monde. Ça paraît évident pour ceux qui s'intéressent à cela. Mais nous ne voulons peut-être pas nous intéresser à cela, mais c'est quand même le monde dans lequel nous vivons. Voilà, j'ai pris quelques notes, mais je pense que je vais parler aussi plutôt d'abondance, parce que j'aimerais bien m'arrêter pour réfléchir avec vous, mais je vais continuer ma présentation et voir là où j'en suis maintenant. Donc j'ai parlé de l'Anthropocène. Voilà, oui, je ne veux plus m'étendre là-dessus, mais je vais passer à... c'est parce que je voudrais quand même rester fidèle un petit peu à mon plan. Ah oui, je ne résiste pas au plaisir, oui, c'est peut-être un plaisir égoïste, de vous parler de la valeur. Vous savez, la valeur, c'est un mot passe-partout. Tout le monde parle de valeur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur, etc. Bon, en réalité, les valeurs sont peut-être beaucoup plus étrangères et beaucoup plus moins nombreuses qu'on ne pense. Et Louis Dumont, qui est un grand anthropologue de la fin du dernier siècle, qui a écrit beaucoup sur ces questions. J'ai retrouvé dans un vieux numéro de la revue Esprit, j'ai retrouvé un numéro sur la valeur, un numéro que je trouve absolument incroyable, un article. Alors, je vous cite un paragraphe. Nous sommes entrés dans un monde sous-humain, un monde d'objets et un monde de choses. On peut le connaître exactement et agir sur lui. On peut le connaître exactement et agir sur lui. C'est exactement l'Anthropocène. Et pourtant, on n'en parlait pas à l'époque de Louis Dumont. Exactement sur lui, à condition de s'abstenir de toute imputation de valeur. Donc le monde, avec l'Anthropocène, a cessé d'avoir de la valeur. Parce que
La beauté du monde, ça n'intéresse pas les gens qui veulent exploiter le monde, ça ne les intéresse pas. Ce sont les artistes, les poètes, et parfois les gens très modestes qui trouvent le monde admirable, incroyablement beau, varié. Mais les exploiteurs, non, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à ça. C'est une perte de temps. De se promener dans une forêt pour humer le parfum de la forêt, admirer la beauté des arbres, etc., ça ne les intéresse absolument pas. Donc, espérons que nous ne sommes pas de cette mentalité et que nous sommes des admirateurs du monde. Parce que sans admiration du monde, nous serions perdus, et surtout nous aurions perdu sûrement Dieu. Parce que Dieu sans la beauté n'existe pas. Dieu, c'est la beauté. Donc c'est pas le Père Fouettard, contrairement, mais j'anticipe un petit peu. Donc cet anthropologue de génie qui était Louis Dumont a bien vu que nous étions entrés dans un monde de transformation. Il appelle ça le monde de la transformation. N'a été rendu possible que moyennant la dévaluation des relations entre les hommes, entre les humains, qui généralement commandaient les relations aux choses. C'est extrêmement intéressant. Notre relation au monde, aux choses de ce monde, est dépendante des relations que nous avons entre les humains. Et les civilisations ont toujours été faites par une certaine qualité des relations humaines, non pas par la richesse d'un petit nombre de la population, mais par la qualité des relations humaines, qui étaient antérieures aux relations avec le monde, les relations d'exploitation du monde, et même les relations de travail. C'est les relations humaines, gratuites, des relations gratuites. Celle de la famille, quand elle était en bonne santé morale, et celle des amitiés, quoi. La qualité des relations humaines. C'est une vieille leçon d'humanité qui paraît banale, mais elle est indispensable. Ce n'est pas nos relations avec les objets électroniques, avec les techniques nouvelles, qui va sauver la civilisation humaine. Non, ce sont nos relations humaines. Je pense que c'est indispensable de le dire fermement. Cessez de croire que le salut viendra par de nouvelles technologies ou techniques extrêmement sophistiquées. Non, le salut ou la santé humaine resteront attachés à la qualité des relations humaines. Donc je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre davantage sur cet aspect, et je pense, je crois nécessaire de passer tout de suite au troisième appel. Donc j'ai dit finalement très peu de choses sur la fin du monde, parce que, bon, et pourtant, oui, c'est important de dire que de parler de la fin du monde, parce que le monde n'est pas nécessairement éternel. Hein. D'abord, il est déjà disparu complètement. À une époque, il y a des milliers de millénaires, le monde avait disparu complètement. Il est revenu à la vie, parce que la vie s'était réfugiée dans les fonds marins, et c'est par les fonds marins que la vie est revenue sur Terre, mais après des milliers d'années. Bon, c'est pour dire que la vie sur Terre n'est pas éternelle, elle peut complètement disparaître. La vie peut complètement disparaître. J'ai fait une petite allusion tout à l'heure avec la possibilité d'une guerre atomique. Il est évident qu'une guerre atomique ferait disparaître probablement pratiquement toute vie sur Terre. Mais je pense que M. Walsh a raison de dire qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui contribuent à la fin du monde, et je vous recommande ce livre parce qu'il est fort intéressant. C'est un livre facile à lire, oui, plutôt facile à lire, mais parfois qui
qui soulève par exemple, il y a un chapitre sur l'intelligence artificielle qui, moi, m'a beaucoup intéressé parce que, vous savez, on est porté à croire que l'intelligence artificielle, c'est du pain béni, qu'il n'y a aucun danger là-dedans. Ben attention, hein. Attention, l'intelligence artificielle peut devenir tellement puissante que nos pauvres petites intelligences, qui ont le bonheur d'être critiques, seront quand même submergées par les prouesses de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est celle qui est fabriquée par des techniques extrêmement avancées, qui déjà dans beaucoup de domaines ont suppléé l'intelligence naturelle des humains. Je pense à la médecine, par exemple. Certaines médecines, surtout de type psychologique, qui s'en remet complètement à l'intelligence artificielle pour ses recherches. Donc, est-ce qu'il faut s'en remettre à l'intelligence artificielle pour avoir une vie meilleure demain? C'est une question qu'on peut poser. Je ne peux pas apporter de réponse définitive, mais moi je suis convaincu que l'intelligence artificielle, dans beaucoup de domaines, ne pourra jamais, jamais remplacer l'intelligence humaine ordinaire. C'est-à-dire l'intelligence des gens qui ont vécu, et même des enfants qui s'éveillent à l'intelligence, à la vie. Ils ont besoin de faire fonctionner leur cerveau par eux-mêmes, de laisser leur cerveau se développer. Et ce n'est pas les techniques uniquement qui... Non, c'est les découvertes personnelles, c'est les rencontres avec de vraies personnes, avec de vrais professeurs peut-être. Moi je crois que la profession d'éducateur finalement, c'est celle de fournir à l'intelligence des enfants l'occasion de se poser des questions à partir des discours des adultes, de ce que racontent les adultes et de ce qu'ils font aussi, bien sûr. Et non pas, les enfants ne vont pas s'éduquer demain avec de l'électronique de 5e génération. Cessons de nous raconter des histoires. S'ils ne font que ça, ils auront un petit cerveau minuscule qui ne se sera pas vraiment développé. Le cerveau est une machine extrêmement compliquée qui a besoin, pour se développer normalement, qui a besoin de multiples contacts humains. Et ça, il faudrait que les parents le comprennent et qu'ils cessent de s'en remettre constamment à la télévision, à l'électronique, aux écrans pour élever leurs enfants. Moi, quand je vois des parents qui ont des enfants de 4-5 ans, qui passent des demi-journées entières devant leur écran, je dis, mais dans quel monde sommes-nous entrés? Mais souvent, je me rends compte que ces enfants-là n'ont pas appris à parler, qu'ils ont peur de parler. Ils ont peur des adultes qui parlent. Donc, ils s'éloignent de plus en plus du monde adulte pour se confier et on aboutit à des adolescents de 15-16 ans qui n'ont plus aucun langage. Ils ne savent plus parler. Ils n'ont pas appris à parler plus précisément. Alors, de grâce, ceux qui m'écoutent, qui ont des enfants comme moi j'ai eu 3 filles, et j'ai 7 adolescents maintenant, et je pense à mes adolescents. Je mets mes filles en garde, je pense qu'elles comprennent, mais la technique a envahi les foyers. Disons-le, il y a trop de télévision, il y a trop d'ordinateurs dans les familles. Et les enfants sont en train de s'abrutir à ne regarder que des images. Ils perdent le sens de la parole, ou ils n'acquièrent pas le sens de la parole. Je peux paraître peut-être pessimiste et vieux jeu, mais tant pis. Voilà, ceci, où en sommes-nous pour le temps? Un quart d'heure. Un quart d'heure à peu près encore. Bon. Oui, le temps, bon. Parce que le dernier chapitre, je le consacre, et là je vais parler plutôt d'abondance, je le consacre à l'intervention du religieux, plus précisément de l'évangélique, parce que pour moi, l'évangélique, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ,
ce n'est pas simplement une religion. Non, pas du tout. C'est un humanisme absolument incroyable qui a deux aspects. D'abord, le Christ, le fondateur du christianisme, a été l'homme le plus attentif à la richesse des humains sur Terre, à leur vie naturelle sur Terre. Quand vous lisez attentivement un peu les évangiles, vous êtes estomaqué, mais vraiment étonné par la qualité de son regard sur les choses et évidemment avant tout sur les êtres humains qu'il rencontrait. Donc il y a un humanisme de l'évangile qui est absolument remarquable. Le Christ, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, n'a pas fait que des miracles, il a fait très peu de miracles. Mais le miracle de cette vie, qui était d'abord la vie d'un homme-dieu, le miracle donc de Dieu qui a regardé les humains, c'était d'être attentif aux moindres détails de la vie humaine, d'être réceptif à la variété des humains qu'il rencontrait, et de respecter cette diversité, que ce soit des bons ou des moins bons, que ce soit des blancs ou des noirs. Enfin, pour lui, toutes les variétés humaines avaient une extrême valeur, une extrême importance. Et il commençait par écouter les gens avant de les enseigner. Si vous avez lu les évangiles, vous savez comme moi que finalement le Christ fait très peu de discours, mais il écoute beaucoup les gens. Et là, il fait intervenir certaines paroles. Il a souvent des interventions rapides. Il parle rapidement aux gens, mais c'est après les avoir écoutés. Et ces paroles tombent toujours à point parce qu'il a d'abord écouté les gens. Il les a d'abord regardés, comment ils vivaient. Et il ne faut pas oublier que Jésus a été un artisan pendant près de 30 ans de sa vie, parce que son ministère a duré 2 ans environ. Pendant presque 30 ans de sa vie, il a travaillé le bois avec son père qui était un charpentier. Donc Jésus n'est pas une espèce de nébuleuse vague et vaporeuse. Il a été un ouvrier qui travaillait avec son papa, qui travaillait le bois essentiellement. Son père était un charpentier. Donc il faut d'abord revoir la richesse humaine incroyable de cet homme Jésus. Bon, il est tellement humain qu'être humain à ce point-là, c'est miraculeux. Donc nous qui sommes croyants, nous disons, c'est aussi parce qu'il était Dieu, qu'il était si profondément humain. Parce que les humains ne sont pas, sont beaucoup plus banals que ça habituellement. Bon, et puis ils ont des chutes et ça. Mais Jésus a toujours été extrêmement attentif, toute sa vie. Il a été attentif aux autres. Il n'a pas fait de discours creux. Il les a d'abord écoutés, les gens. Donc c'est pour ça que je dis, nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qu'est devenu la fin du monde pour nous? Eh bien, il faut relire l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, pour voir que l'Apocalypse n'est pas du tout ce qu'on raconte sur ce livre aujourd'hui. L'Apocalypse n'est pas du tout un désastre, contrairement à ce qu'on pense, avec l'adjectif apocalyptique. Non, l'Apocalypse veut dire révélation, c'est-à-dire la manifestation d'un monde nouveau qui aura été commencé depuis Jésus-Christ et que les chrétiens auront contribué à bâtir peu à peu dans la patience, la générosité et l'amour. L'Apocalypse, ce sera l'achèvement d'un monde nouveau qui a été longuement préparé pendant des millénaires et auquel nous contribuons aujourd'hui, nous aussi. Donc, cessons de voir les fins du monde comme des apocalypses au sens négatif du terme. Non, l'Apocalypse pour nous croyants et pour Jésus, historiquement pour Jésus, l'Apocalypse sera la révélation d'un monde nouveau que nous aurons contribué à bâtir, que tous les humains, sans exception, à commencer par les plus modestes d'entre nous, auront contribué à bâtir
parce qu'ils en ont fait passer l'amour avant tout le reste, y compris avant la science. Bon, je vous remercie. Je passe aux questions qu'une assemblée ne peut pas me poser, mais que peut-être que Jorel voudra me poser, ou remarques, ou des remarques qu'il puisse faire pour compléter. Non, merci, monsieur le maire, pour ce développement, Marcel. Autour de cette question, oui, délicate, étant donné même la conjoncture, la situation dans laquelle nous nous trouvons, de réchauffement climatique et de pandémie qui vient s'y greffer, s'y ajouter. Dans votre présentation, j'ai retenu au moins trois moments. Un premier qui tourne autour de la question de l'Anthropocène, avec ces saccages et les résultats négatifs, enfin positifs bien sûr en termes de technologie, mais en même temps des résultats qui ont charrié beaucoup de conséquences négatives pour les hommes que nous sommes et la planète. Un deuxième moment où il est question de contre-valeurs, bien sûr opposées aux véritables valeurs. Vous avez mentionné plus ou moins deux groupes, pour faire schématique, de personnes. Un premier qui c'est celui de ceux qui regardent le monde avec des yeux prédateurs, qui ont envie de mettre la main dessus, de tout accaparer, de saccager, pour s'approprier en termes de valeurs économiques et la finance, du coup, de tout ce qui est possible. Et un autre groupe qui regarde le monde, le groupe des artistes, pourquoi pas les philosophes, avec des yeux justement de poètes, d'artistes. Et beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes aussi. Et beaucoup, oui, tout à fait, tout à fait. Plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Tout à fait, très intéressant, et j'ai compris que c'est à partir de ce lieu-là, c'est plutôt à partir de ce lieu-là qu'on peut donner naissance, à votre avis, de valeurs au sens noble du terme, et pas au sens galvaudé, au sens marchand du terme. Et puis, vous avez développé un troisième point qui nous a amené à tenir compte de l'élément évangile, n'est-ce pas, le christianisme, qu'il ne faut pas du tout confondre avec une religion, en tout cas. Le christianisme n'est pas une religion ordinaire au sens j'allais dire, vulgaire du terme, tout au moins quand on le prend au sérieux, quand on se réfère au Jésus que nous présente la tradition dans les textes. C'est très intéressant que vous avez, et je comprends, montré que ce christianisme-là, probablement en récupérant des valeurs bien antérieures, comme chez les Grecs, etc., la tradition juive, c'est grâce à cette tradition-là que l'Occident, que le monde a pu bénéficier de ce qu'on appelle l'humanisme, ainsi nommé, tout au moins dans le contexte du XIXe siècle, pour désigner tout ce parcours. Mais justement, enfin, j'ai compris que vous avez fait un plaidoyer pour le retour à une certaine simplicité, à un rapport beaucoup plus candide avec le monde, avec les choses, et donc réenchanter, pour ainsi dire, le
monde, ne plus continuer à le regarder avec des yeux prédateurs, le monde comme quelque chose à accaparer, à piller, et se situer dans une perspective authentiquement, pour le coup, on peut le dire, pourquoi pas, humaniste, oui, et chrétien. Mais justement, c'est peut-être là une question, Marcel, à vous. Vous avez fait tout un plaidoyer, hein, plutôt pas en faveur de la technoscience, même si la technologie est importante dans la mesure où elle sert et ne prend pas toute la place et ne détruit pas l'homme. L'Anthropocène, vraisemblablement, a amené à la destruction non seulement de la nature, de l'environnement, et aussi de nous, puisque nous faisons partie aussi de la nature, nous sommes dans l'environnement, la nature est en nous, donc nous nous détruisons nous-mêmes, cette technologie-là. Donc, aujourd'hui, vous avez quelque chose dans l'air, vous avez tout un groupe de personnes qui font le procès, justement, de l'humanisme. Déjà, ils disent que c'est lui qui a donné lieu, qui a donné naissance à tout ça. Et pour le coup, les chrétiens, ça c'est d'une part. Et en même temps, ils pensent, ils nous disent que cet humanisme-là, justement, a les pieds trop ancrés dans le christianisme. C'est trop, si vous voulez, théocentré. Il faut en venir à quelque chose de différent, de d'androcentrique, si vous voulez, où l'homme est vraiment au centre, où l'homme a vraiment sa place, où l'homme n'est pas écrasé, où l'homme, si vous voulez, est érigé comme Dieu, comme Dieu qui est son concurrent et qui est à tuer, du coup. Et là, je suis en train de vous évoquer en partie tout le projet dit transhumaniste, qui se veut un véritable humanisme. Oui. À votre avis, c'est la solution? Je vous entraîne peut-être sur un terrain sur lequel vous auriez peut-être pas souhaité parler, mais vous pouvez nous en dire un mot si vous... Rapidement, d'abord, merci, Jorel, non seulement d'avoir bien compris ce que j'ai dit, mais d'avoir prononcé ce que j'ai dit, parce que c'est ça l'intérêt, finalement. Moi, que je parle le premier, ça n'a aucune espèce d'importance. L'importance, c'est d'arriver à se remplacer l'un l'autre et puis à se compléter l'un l'autre. Donc, oui, je réponds rapidement. Moi, il y a eu une ambiguïté absolument incroyable. L'Évangile, je parle de l'homme Jésus, enfin, qui était aussi fils de Dieu, bien évidemment, mais l'homme Jésus a apporté une forme d'humanisme qui est au-delà des modes, des caprices. C'est un humanisme qui va tellement à la simplicité des choses, au cœur, au plus profond des choses, mais de façon tellement simple et naturelle qu'on est, quand on lit des évangiles, un petit peu, on est éberlué par cette capacité qu'il avait d'aller à l'essentiel, tout de suite, de façon simple, en nous faisant comprendre qu'on ne posait pas les bonnes questions, qu'on passait à côté de l'essentiel, précisément. Donc, pour moi, le modèle absolu de l'humanisme, appelons ça comme on voudra, l'humanisme ou de l'être humain, homme et femme, parce que Jésus était aussi féminin que masculin, hein, attention, hein. C'est pour ça que les femmes aiment tellement Jésus, c'est parce qu'elles ont compris
il y avait dans cette humanité de Jésus, il y avait la complétude de tous les êtres humains des deux sexes. Enfin, donc, il avait fait de tout cela un bouquet enfin, qui sent bon, enfin, on a envie de le toucher. Les gens voulaient toucher Jésus parce qu'il sentait bon, il était bon. Voilà, pour moi c'est l'homme parfait. Bien sûr, parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il était profondément humain. Il a passé 30 ans de sa vie à essayer de devenir humain, comme charpentier. Il essayait de devenir humain, parce que Jésus a été un petit, il a appris lui aussi comment être humain, il a appris, comme nos enfants ont appris. On oublie, on s'imagine que tout était magique chez Jésus. Mais non, il avait appris auprès de sa mère en particulier, auprès de Joseph aussi, mais Marie a été une éducatrice absolument hors pair, C'était une femme qui comprenait les relations humaines, qui comprenait les enfants. Donc, elle n'est pas démodée, Marie. Pas plus que Jésus d'ailleurs, mais il faut que Jésus redevienne populaire, c'est-à-dire qu'il redevienne profondément humain. Populaire, pas au sens populacier, mais au sens qu'il est proche du peuple, il est proche de tous les êtres humains sans exception, tous les êtres humains. Le monde a-t-il un avenir? Peut-être que les valeurs chrétiennes sont en grande partie la réponse peut-être à donner à cette interrogation. Nous, le Centre Lacordaire vous remercie. Paul Marcel, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le dernier, c'est un livre de spiritualité. Oui, qui a été édité aux éditions Édilivre. Édilivre, c'est une édition numérique. Voilà, de toute façon, à partir d'Internet, si les auditeurs tapent votre nom, Paul Marcel, le maire, ils tomberont sur vos diverses publications. Nous remercions les amis auditeurs, nous remercions les amis du Centre Lacordaire, nous vous remercions Paul Marcel, espérant qu'on puisse avoir des conférences dans cet espace prochainement, parce que la pandémie aura été cernée, aura été maîtrisée. Nous remercions les auditeurs de RCF et le Centre Lacordaire.